Et si on pouvait créer la vie à partir de rien? C'est une idée qui semble sortie tout droit de la science-fiction, mais qui est aujourd'hui une vraie science de pointe. Des vieux automates mécaniques aux tout nouveaux organismes synthétiques conçus par une IA, on va suivre ensemble le parcours de ce rêve un peu fou de l'humanité. Bien avant l'ère des ordinateurs, il y avait déjà des histoires. On l'a tous en tête, le mythe de Pygmalion, amoureux de sa statue qui prend vie, ou bien sûr le docteur Frankenstein et sa créature. En fait, ces récits nous montrent une chose, cette fascination pour le secret de la vie, cette envie de comprendre ce qui nous anime, ça ne date pas d'hier. Alors comment ce rêve a-t-il commencé à prendre forme concrètement? Eh bien, avant le code informatique, il y avait les engrenages. On entre dans l'âge d'or des automates. De pures merveilles mécaniques conçues pour imiter le vivant avec une précision qui, franchement, pour l'époque, ça tenait presque de la magie. Et cette quête, elle remonte à très très loin. On pense aux machines d'Héron d'Alexandrie dans l'Antiquité qui fonctionnaient à l'eau ou à la vapeur. Plus tard, à la Renaissance, Léonard de Vinci lui-même a dessiné les plans d'un chevalier automate. Mais le clou du spectacle, c'est au XVIIIe siècle, avec le fameux canard de Vaucanson. Imaginez un peu, une machine qui ne fait pas que bouger. Non, elle mange, elle digère et elle évacue. C'était une tentative incroyable de recréer un processus biologique complet juste avec des rouages. Et puis arrive le XXe siècle et là tout change. Les rouages en métal sont remplacés par des lignes de code. Le défi n'est plus seulement de construire une imitation de la vie, mais de la calculer. Une question commence à émerger, et si la vie n'était, au fond, qu'un programme informatique extraordinairement complexe? C'est de là qu'est née la science de la vie artificielle, ou A-Life. L'outil de base de cette nouvelle science, c'est ce qu'on appelle l'automate cellulaire. C'est simple à comprendre. Imaginez une grille, comme une feuille de papier à petits carreaux. Chaque carreau peut être soit noir, soit blanc. Et il change de couleur en fonction de ses voisins, en suivant des règles toutes bêtes, du genre « si tu as exactement 2 voisins noirs, tu deviens noir ». C'est le principe du célèbre jeu de la vie. Et ce qui est fou, c'est qu'avec ces règles ultra simples, on voit apparaître à l'écran des formes complexes, qui ont l'air de vivre, de bouger, de se reproduire. C'est un certain Christopher Langton qui va vraiment donner son nom à ce domaine en 1987, et sa définition est super importante. Il faut faire attention à la fin de la phrase, expliquer la vie dans n'importe laquelle de ses manifestations possibles. Ça change tout. Le but n'est plus d'imiter un canard ou un être humain, non, le but c'est de trouver les lois universelles de toute forme de vie, qu'elles soient faites de carbone, de silicium ou juste de lignes de code. Bon, alors, concrètement, comment les scientifiques s'y prennent-ils aujourd'hui? Eh bien, ils explorent principalement 3 grandes pistes, 3 approches bien différentes pour essayer de simuler ou même de créer la vie. On a donc ces 3 grandes familles. D'abord, l'approche soft, c'est la vie simulée dans un ordinateur. Ensuite, l'approche hard, là, la vie prend corps dans une machine, un robot. Et enfin, et c'est sans doute la plus fascinante, l'approche wet, où on va carrément manipuler les composants chimiques de la biologie. Programme, machine ou organisme, 3 chemins pour tenter de comprendre ce que ça veut dire être vivant. Pour bien saisir la différence entre le soft et le hard, c'est un peu comme la différence entre le plan d'un bâtiment et le bâtiment lui-même. Côté logiciel, on peut simuler l'évolution d'une espèce sur des milliers de générations en une seule après-midi. C'est l'évolution en accéléré. Côté matériel, par contre, un robot doit faire face au monde réel, la gravité, le frottement, sa batterie qui se vide. Sa vie, elle, est définie par sa confrontation permanente avec les lois de la physique. Mais la troisième approche, la wet, là, on change complètement de dimension. On n'est plus en train de simuler, on est en train de synthétiser. Les scientifiques n'écrivent plus seulement du code informatique, ils essayent de réécrire le code même du vivant, l'ADN. Et l'exemple le plus spectaculaire de ça, ce sont les xénobots. Alors comment ça marche? D'abord, une intelligence artificielle conçoit des formes d'organismes à partir de cellules de grenouilles. Ensuite, des biologistes prennent ces cellules et les assemblent une par une sous un microscope. Et là, quelque chose d'incroyable se passe. Les cellules s'auto-organisent et créent une sorte de robot vivant qui se met à bouger. Et le plus fou, c'est que ces xénobots peuvent même se répliquer en allant chercher d'autres cellules pour assembler des copies d'eux-mêmes. C'est une forme de reproduction complètement nouvelle. Évidemment, quand on commence à créer des robots vivants avec des cellules de grenouilles, ça pose des questions immenses. Si on peut construire la vie, quelle est la différence, au fond, entre une machine et un organisme? La frontière devient tout d'un coup très très floue. Et ce sujet divise les chercheurs en 2 camps. D'un côté, il y a les partisans de la vie artificielle forte. Pour eux, la vie, c'est comme un logiciel. Que le logiciel tourne sur un PC ou sur un Mac, ça reste le même programme. Donc pour eux, un programme suffisamment complexe serait réellement vivant. De l'autre côté, on a ceux de la vie artificielle faible. Pour eux, tout ça, ce ne sont que des simulations très poussées. Ils disent, sans la chimie du carbone, pas de vraie vie, c'est juste un outil pour comprendre la biologie, pas une vraie créature. En fait, toutes ces expériences, elles touchent du doigt l'un des plus grands mystères qui soit. Comment la vie a-t-elle pu apparaître à partir de matière inerte?
Chaque fois qu'une simulation génère une forme complexe, avec des règles simples, ou qu'un xénobot s'organise tout seul, c'est comme si on avait une petite fenêtre sur les mécanismes qui, il y a des milliards d'années, ont peut-être transformé une soupe de molécules en la toute première cellule vivante. Et il y a une autre question fascinante. Imaginez qu'on puisse rembobiner le film de l'évolution et le rejouer. C'est un peu ce que permet la vie artificielle. En lançant des mondes virtuels et en les laissant évoluer, les chercheurs se posent des questions. Est-ce que l'intelligence apparaîtrait à chaque fois ? La coopération est-elle inévitable ? Ou bien est-ce que notre propre évolution n'est finalement qu'un coup de chance cosmique, un chemin parmi des milliards d'autres qui étaient possibles ? Et enfin, il y a la question la plus lourde, la question éthique. Si on devient capable de créer la vie, quelles sont nos responsabilités ? Est-ce qu'on a le droit d'éteindre une simulation qui commence à montrer des signes d'intelligence ? Est-ce qu'un xénobot a des droits ? On n'est plus de simples observateurs de la nature, on en devient les architectes. La question n'est plus seulement de savoir comment créer la vie, mais si on doit le faire. Et cette question-là, elle ne concerne pas que les scientifiques, elle nous concerne absolument tous.